Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Bonjour, je suis Isabelle Werkmeister, sage-femme, et voici mon index ABC. Merci d'accueillir Isabelle sur les canapés, la sage-femme sage. Voilà, ça c'est un joli titre. Bonjour Isabelle. Bonjour Marca. Merci d'être avec nous, je suis ravi de vous accueillir. On a plein de choses à se raconter, on a plein de choses à se dire. La première, je suis un peu déçu. Je pensais que vous alliez venir avec votre Golden Retriever. Oui, parce que vous pensez que j'en ai qu'un seul. Non, vos Golden Retriever. Le problème, c'est que j'en ai 7. 7. Je pense que ça aurait été un petit peu coincé quand même dans le studio. Bon. Ils vont bien, tout le monde va bien? Mais oui. Bon, très bien. On va parler évidemment de votre parcours de vie, de l'expertise, de ce que vous préconisez. Vous avez choisi un titre, alors sage-femme certes, mais vous avez rajouté sage. Derrière, il y a évidemment le trait d'union entre sage-femme et sage. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité, alors sage-femme évidemment, on imagine le pourquoi et on va voir dans le détail, pourquoi rajouter sage derrière? Parce qu'il y a cette notion de sagesse, et puis dans le français qui est très riche dans ses significations. Je pense que le mot sage-femme n'est pas utilisé à sa juste valeur. C'est-à-dire de sagesse, de femme détentrice d'une forme de sagesse, quelque part. Beaucoup sont sages-femmes sans vraiment réaliser cette signification du mot sage. Et puis, le sage après, parce qu'il est plus en lien avec la partie spirituelle de notre être. D'où pas de trait d'union. Ouais, c'est ça. Le trait d'union, il est plutôt dans cette partie matière, et le son trait d'union, il est avec la partie spirituelle. Tout ça est bien pesé, hein. Tout ça a une signification particulière. Et c'est très bien. Donc, sage-femme au service de la naissance. J'ai mis quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie, et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on lit votre parcours de vie, on va y revenir dans le détail, j'ai commencé par parler de vos animaux, et en l'occurrence vos Golden Retrievers. Parce que quand vous dites que vous êtes une sage-femme au service de la naissance, on pourrait s'imaginer que voilà, vous êtes dans les soins hospitaliers, que vous accompagnez, mais la dimension animale a aussi son importance dans votre histoire. Complètement. Et dans votre accompagnement. Complètement. Elle ne paraît pas toujours aussi évidente que ça pour tous, sûr. Ce que je le conçois totalement, mais elle m'a apporté cette dimension mammifère pour me permettre de transmettre aux femmes que j'accompagne, aux parents que j'accompagne, cette capacité que mes mamans chiennes me montrent à savoir, avec confiance, qu'elles savent, sans avoir, comme je dis, suivi des cours chez moi, comment faire, comment être avec leurs petits, avec justesse. Ça veut dire que ces animaux vous enseignent ? Oui, complètement. Et j'essaie de transmettre en l'adaptant pour pas non plus
heurter celle qui ne serait pas encore prête, en pensant faire trop de correspondance entre l'animal et l'humain, mais je rappelle à tout le monde qu'on est des mammifères. Et d'autant plus dans cette partie de la maternité. Et j'aimerais, effectivement, mon idéal serait de ramener cette confiance instinctive, qu'on sait, qu'on sent les choses, non pas avec le mental, mais avec ses tripes, en définitive. Qu'est-ce que la naissance chez l'animal, allez, on va dire en 3 points, vous apporte, qu'est-ce que vous pourriez donner comme information et qu'on pourrait corréler avec la naissance chez l'humain? Qu'est-ce que vous avez appris de l'animal, que vous enseignez aujourd'hui, que vous accompagnez en tout cas chez l'humain? Beaucoup de patience d'abord. Parce qu'actuellement, le monde médical est peu enclin à accorder à bon nombre de femmes. Le côté confiance, ça c'est sûr. Mais faire confiance à celle qui sait, pas à ceux qui ont appris de manière universitaire, exactement, et qui ont un savoir, j'ai envie de dire, de type égotique, alors que ce savoir de type viscéral est beaucoup plus juste. Sauf que vous dites celle qui sait, c'est vous. Non, celle qui sait, c'est la maman, la future maman. La plupart, je trouve, des femmes actuellement sont comme privées de cette part d'elles-mêmes par le monde médical actuel. Une partie du monde médical. Ça voudrait dire qu'il faut faire plus confiance à la future maman? Il faut faire plus confiance et puis démarrer plus tôt tout le processus de maternité quelque part. Parce que toute cette confiance-là, elle ne doit pas juste attendre le moment de la naissance de l'enfant. À partir de quand? Avant la conception. Avant la conception? Donc votre accompagnement se met en place, est censé se mettre en place, vous le suggérez avant même parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont se passer pendant toute la durée de la grossesse. Et c'est là, je pense, la grosse problématique actuelle, c'est que la plupart des parents dans le monde occidental, je pense que sur la planète, il y a d'autres cultures qui ont cette conscience-là de s'en occuper différemment depuis le départ. Mais dans le monde occidental, globalement, on ne considère le bébé qui va arriver qu'à partir du moment de sa naissance, et non pas à partir du moment de la conception. Et on sait aujourd'hui, et on a fait bon nombre d'émissions d'ailleurs là-dessus, à quel point, d'abord, 1, la conception, 2, la méthode d'accouchement, et 3, l'accueil de bébé, tout ça a des conséquences dans sa future vie d'adolescent, d'adulte, et voilà. Mais complètement. Et même... C'est un peu compliqué à plus détailler là, mais même les 9 mois précédant la conception sont aussi impactantes, plus en lien avec le père, par contre. Ok, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens que vous accompagnez viennent vous voir, pour certains qui ont pris conscience de la nécessité de le faire bien en amont, vous disent voilà, on a le projet d'avoir un enfant? Ça serait mon grand idéal. Aidez-nous. Pour l'instant. Accompagnez-nous. C'est mon grand idéal. C'est pas le cas pour l'instant? C'est pas encore le cas. Non, vraiment pas. Ça démarre et je pense que c'est encore très frileux par rapport à cette conscience, simplement. Si la conscience s'ouvrait, si la connaissance arrivait, certains parents qui sont en train de réaliser, si on avait peut-être pris conscience de ça avant, on aurait fait les choses différemment pour la suite. Expliquez-nous, dans les grandes lignes, dirons-nous, comment se déroule votre accompagnement, évidemment pendant la grossesse on l'imagine, l'après on peut l'imaginer aussi, mais post accueil de bébé, c'est-à-dire cette fameuse période où on a le désir avant la conception. Qu'est-ce que vous allez préconiser avant la conception de bébé? Alors je pense qu'il est important déjà que les consciences continuent de pas seulement s'ouvrir, mais d'évoluer, pour réaliser que c'est pas juste un bébé qu'on va concevoir, c'est pas juste 2 cellules qui vont se rencontrer, mais que c'est un être qu'on va appeler et qu'on va accueillir. Et qu'il y a cette notion plus spirituelle de l'être dans sa globalité et qu'il y a un choix de l'appeler, c'est pas simple à permettre de comprendre dans un monde qui, pour l'instant, ignore cette partie-là pour la plupart. Et de faire effectivement appel à cette notion
nouvelle vie qui n'est pas une première vie, et de ce lien à ce nouvel être qui n'est pas, comme je dis tout le temps, en définitive, on crée un nouveau petit véhicule, mais souvent c'est un grand chauffeur à l'intérieur. Et c'est déjà de prendre conscience, avant même de le concevoir, que c'est pas physiquement uniquement qu'on va mettre au monde ce bébé. On va effectivement, et d'où l'importance depuis le départ, d'accompagner toute la naissance avec cette conscience-là, et d'imprégner cet être qui va devoir oublier plein de choses avec une conscience différente de la part des parents. Alors ça, c'est la partie théorique pour l'expliquer. Mais sur la partie pratique, comment est-ce que vous accueillez concrètement ? Il y a quoi ? Il y a cette prise de conscience dont vous parlez. Comment elle se manifeste ? Comment elle se travaille ? Comment prend-on conscience de la prise de conscience ? Alors, à travers notamment une méthode, en guillemets, mais que j'ai envie de dire que j'ai un peu adaptée par rapport à ma pratique de sage-femme, qui s'appelle l'homéostasie bioénergétique, qui est une méthode de bioénergie qui peut se travailler à distance, mais qui, à travers cette méthode-là, m'a permis, moi, d'abord, de comprendre comment s'expliquait, comment s'articulait quelque part toute l'évolution humaine, avec tous ces stades qui permettent de mieux comprendre les grandes différences qu'on a entre nous, sans avoir les mots pour le comprendre. Je m'explique. Par rapport à ça, il y a plein de gens qui disent « mais je sens bien qu'on ne parle pas le même langage » ou qu'on n'est pas au même niveau. Mais ça s'arrête à des notions assez larges. Et dans ce que j'ai pu apprendre à travers cette méthode-là, qui m'a été transmise il y a une vingtaine d'années à peu près, il y a tout un modèle, on va dire, qui permet de mieux situer où on est dans l'évolution humaine en tant qu'être, qui peut se mesurer avec un outil tout simple, qu'est le pendule, avec des petits guidelines qui permettent d'être... En fait, le pendule est un outil qui permet simplement de communiquer, moi je dis toujours, entre moi qui suis... pas encore bien capable de bien comprendre mon être, et puis mon être, il me transmet ça à travers cet outil-là. Il dit, attends, je vais te donner les réponses. On a codé ensemble sur une petite plaquette, et voilà. Donc, ça permet de savoir, effectivement, de pouvoir aller voir ce qu'on appelle l'identité, en définitive, de la personne, et puis de mieux comprendre où on se situe, sans jugement, et surtout dans cette notion d'horizontalité et non pas de verticalité. On peut être plus en avance ou moins en avance, ça n'en fait pas de nous quelqu'un de supérieur ou d'inférieur. Ça, je pense, c'est déjà une des premières notions que j'expliquerai aux parents qui ont envie d'un peu de mieux comprendre déjà qui ils sont, pour après mieux comprendre qui sera leur enfant. Ce qui est incroyable, c'est que ça semble tellement logique. Mais ça semble tellement évident, et c'est pas sur les bancs de la fac qu'on va vous apprendre ça c'est sûr, et cette dimension spirituelle dans les écoles de sage-femme... Non, vous avouerai que je pense être un peu le vilain petit canard de la formation. Je pense aussi. Quelque part. On doit légèrement vous dire, mais qu'est-ce que vous racontez ? Oui. Alors évidemment, sur la préparation pendant la grossesse, on en voit partout. Il y a plein évidemment de cours, de préparation à l'accouchement, toutes ces choses-là. On en entend évidemment parler. Mais l'avant-conception, ça, c'est une dimension qui est bien spécifique à vous, ça, pour le coup. Oui, et si on avait effectivement conscience que le désir de grossesse, le désir de mettre au monde, de mettre à ce monde un enfant, c'est plus large que ça. Ça amène déjà aussi à être pleinement responsable et d'assumer l'engagement qu'on prend. Et c'est vrai que le constat que, honnêtement, je fais depuis quand même pas mal d'années, et qui m'attriste, c'est de voir pour une grande partie, de loin pas tout le monde, mais une grande partie quand même des jeunes parents, c'est ce manque de conscience de la responsabilité qu'ils ont pris face à l'engagement de concevoir et de mettre au monde un enfant, avec tout ce que ça comporte pour les, non pas quelques premières années, mais un bon moment quand même, sur ce chemin-là. Alors vous êtes pionnière. Peut-être. Dans cette approche. En tout cas, il n'y a pas d'autres exemples, vous ne connaissez pas d'autres exemples. Et donc, vous n'avez pas le recul suffisant pour dire, au travers de cet accompagnement que j'ai préconisé et que tel ou tel couple a suivi, eh bien, il y a un épanouissement ou il y a un accueil de bébé qui se fait d'une manière complètement différente
d'un processus classique, on n'a pas le recul nécessaire. Bien sûr que non, il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul. Parce qu'on n'a pas forcément la volonté d'aller s'y intéresser non plus. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis vous êtes pionnière. Vous ouvrez effectivement mais quelque chose. Mais il faut bien une fois démarrer. Et évidemment. Et c'est fantastique. Voilà. C'est donc, il n'est jamais trop tard pour commencer. Exactement. J'ai pris du temps. J'ai pris du temps. Mais cette dimension spirituelle que vous intégrez, parce que pour le coup, c'est une dimension spirituelle que vous intégrez dans votre expérience. Et évidemment, ça fait plus de 30 ans que vous accompagnez maintenant les personnes qui souhaitent, ces couples qui souhaitent avoir des enfants. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que cette approche bioénergétique dont vous parliez, elle est valable pour des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants? Et on sait que parfois, il y a une dimension psychologique, émotionnelle, et pas nécessairement que physiologique sur ces parents, ces futurs parents qui désirent l'être. Mais alors, ça me semble une évidence que ça pourrait déjà être une des premières pistes pour ces couples-là, et pas uniquement le côté très médical, axé que sur le physique, sur l'hormonal. Je pense qu'ils oublient cette dimension-là, et qui n'est pas des moindres. Parce que comme je me plais toujours à expliquer à certains parents qui tardent un peu justement dans la conception de leur enfant, je dis mais c'est en définitive comme s'ils attendaient un peu sur leur petit balcon là-haut en disant t'as encore pas tout réglé là ce que t'as à faire, bosse encore un peu, je viendrai quand c'est le moment. Parce qu'il y a des fois certains couples, et je pense qu'il y a nombre d'histoires qu'on a peut-être tous un peu entendues, de couples qui ont un parcours d'infertilité, mon Dieu, magistral, et qui font 2, 3, 4, 5 le jour où ils lâchent. Exactement. Et quand ils sont dans ce lâcher-prise, il se passe un déclencheur, il y a quelque chose. Où ils ont réussi dans un processus d'adoption. Oui. J'ai eu un couple avec un tout petit adopté. Et elle avait son ventre prêt à accoucher. Elle me disait, ils auront juste 3 mois d'écart. Comment expliquer que 2 enfants ont 3 mois d'écart? Mais voilà, c'était ça aussi. Et ça, je pense que c'est une dimension qui est malheureusement pas, dont on ne tient pas compte dans les facs. Ça, c'est sûr. Alors, on va voir également ce lien que vous faites, ce fameux trait d'union dont vous parliez tout à l'heure, justement entre le monde animal qui vous a enseigné et l'approche que vous en avez aujourd'hui. Cette dimension bioénergétique dont vous nous avez parlé, est-ce que le monde animal est venu corroborer avec ce qu'on vous a enseigné il y a 20 ans? Bonne question. Non, c'est une méthode que je peux appliquer, qui est applicable aussi à l'animal, parce que c'est un être... dans la même composition, simplement un peu moins en avance pour certains, pour d'autres pas. Ça peut être sous une enveloppe animale, un tout grand être aussi. Mais je ne pense pas que ce soit à travers eux que j'ai pu mettre en place cette compréhension-là. Vous ne parlez pas de méthode, hein? C'est une méthode que j'ai apprise... qui est bien définie, qui a son cadre, j'ai envie de dire, de formule. Je pense que c'est un peu le mot qu'on peut mettre quand même, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand on dit qu'on travaille à distance, en tout cas dans cette méthode-là, il y a toute une manière de formuler, d'où l'importance des mots, avec une précision, mais quand on vérifiait, est-ce que c'est la bonne formule ? On n'est pas à 100%, c'est qu'il manque un mot. On met juste la petite subtilité, la précision, et hop, c'est la bonne commande. Donc, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, ils savent mieux nous comprendre et nous entendre que ce qu'on peut imaginer nous. Donc, on doit être précis par rapport aux mots qu'on emploie. Et c'est des fois ce qui manque dans la compréhension, je pense, de beaucoup de gens. C'est l'importance de la précision des mots. Parce que ces mots sont déclencheurs. Oui. Et ce déclencheur permet, évidemment, de faire de grandes choses ou pas. Et il le permet si c'est aussi juste que ça se passe. Et si on doit aussi être dans cette humilité que ce n'est pas la baguette magique. Si ça ne doit pas se passer, c'est pas que la méthode ne fonctionne pas, c'est pas que le thérapeute n'est pas bon, c'est que ça ne doit pas se passer, ou pas encore, ou pas comme ça. En tout cas, si ça ne doit pas se passer, il y a une explication. Oui. Il faut aller la chercher. Après, il faut aller la chercher. Ou pas. Ou pas. Ou peut-être qu'elle n'est pas... Est-elle nécessaire? Souvent, je dis, mais quand je fais un certain nombre de traitements, est-ce qu'on a besoin d'avoir tout ça comme information?
ou est-ce qu'on va parvenir à ici et maintenant dans cette vie? Et c'est ça qui est important, et tout le chemin depuis la compréhension et la prise de conscience, et on avance. Et pas, on peut travailler sur ce qui s'est déjà passé en antérieur sans tout savoir. Alors, vous avez fait médecine, vous avez été infirmière, puis sage-femme. Vous êtes évidemment, là aussi, on voit votre ouverture d'esprit, parce que l'homéopathie, les fleurs de Bach, l'hématiologie, la bioénergie, etc., dont on a parlé tout à l'heure, tout ça est venu se greffer au cursus universitaire classique pour devenir la sage-femme que vous êtes. Donc c'est là où il y a une belle ouverture d'esprit, parce que je ne suis pas sûr que toutes les sages-femmes s'intéressent ni aux fleurs de Bach, ni à la bioénergie, et au reste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr. C'est que vous avez tout de suite compris qu'il y avait une dimension spirituelle dans votre approche. Mais je pense que mon parcours de vie s'explique depuis le départ, et maintenant je peux le dire que j'assume complètement mon choix d'incarnation. Et c'est moi qui ai forcé les choses, parce qu'il y avait à descendre avec tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai ajouté des cordes à mon arc, effectivement, au fur et à mesure de ma réouverture, certainement, parce que j'ai bien dû fermer en arrivant. Votre dimension, cette dimension spirituelle qui aujourd'hui vous habite véritablement, elle est aussi due à des événements délicats. Évidemment, je pense bien sûr à la perte de votre fils. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui est... Comment est-ce que la perte de votre fils, elle intervient, elle arrive avant que vous preniez conscience de cette dimension spirituelle que vous allez intégrer dans votre cursus de sage-femme? Non, du tout. Non. C'est relativement récent. Ça fait juste précisément 5 ans. Hier. Ah, pardon. Je savais pas. Non. C'est vraiment OK pour moi maintenant. Okay. Mais grâce à cette dimension spirituelle, je peux être beaucoup plus posée dans d'abord l'accueil et l'acceptation, maintenant. Sans ça et sans mes chiens, honnêtement. Je ne sais pas si je serais certaine. Alors, je ne serais pas assise sur ce canapé, c'est sûr. Mais non, ça fait longtemps que la dimension spirituelle, elle s'est ouverte. Et pourtant, vous commencez dans la vie, en tout cas au travers de votre éducation, avec des phrases un peu choc, qu'on vous martèle comme ça, en vous disant qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ou même, c'est pire. Pire que ça, même. C'est pire. Ouais. C'est, en fait, et très symboliquement, et je reviens sur le français et les mots. Et la puissance des mots. Je n'ai pas le droit d'être. Oui. Je n'ai pas le droit d'être. Et ce mot « être » va m'habiter dans toutes ces orthographes, jusqu'à avoir un magnifique être derrière ma maison, actuellement complètement jaune, vu l'automne, et qui rayonne complètement, parce que maintenant je me donne le droit d'être. Et vous permettez à d'autres d'être. Et en plus, voilà, je suis dans cette... C'est ça qui est fantastique. C'est que une sage-femme, ça a véritablement une mission que je trouve assez extraordinaire quand on la met en parallèle et en corrélation avec cette dimension spirituelle. C'est de se dire à quel point vous aidez la vie, quoi. Vous contribuez à la vie, et donc à être. Mais c'est pour ça que je disais qu'une partie des sages-femmes n'ont pas conscience de ce mot sage, qui met en évidence leur formation. D'ailleurs, comment est-ce qu'on connaît l'étymologie de sage-femme? Pourquoi est-ce qu'on vous a appelé pose une question piège. Alors, c'est une question piège. Et c'est vrai que je me questionne par rapport à d'autres langues où ça n'a pas du tout cette signification. En allemand, vous ne retrouvez pas le mot de sagesse. En anglais, pas non plus. Au pire, en italien, on peut avoir cette notion d'élevé. Mais sinon, c'est vraiment au français qu'on a ce mot de sagesse. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie surtout de mettre en avant? C'est cette approche bioénergétique du désir d'enfant, donc avant même la conception? C'est ça que vous souhaitez mettre en avant et que les gens prennent conscience de ce qu'il est possible de faire? Ça, c'est presque, j'ai envie de dire, le Saint Graal, quelque part, ultime. Mais la toute première grande priorité, mon intention serait vraiment que les gens prennent conscience, sans forcément avoir plus d'informations sur la bioénergie, mais de ce que ça représente comme responsabilité, comme engagement,
à concevoir un bébé. C'est plus d'abord dans cette prise de conscience-là. Je pense qu'il faut y aller par étapes. Parce que si on commence à vouloir faire comprendre la bioénergie à tout futur parent, on va les perdre. Mais vous pensez qu'on manque de prise de conscience à ce niveau-là ? Là où on est en France en chute libre sur les taux de natalité, ça prouve bien que les futurs parents, enfin, ceux qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, ont bien pris conscience de l'importance d'être parents. Est-ce que vous n'êtes pas plutôt sûr qu'ils ont pris conscience de leur peur ? C'est sûr. Vous savez, il y a mettre au monde un bébé dans ce monde, oh là là, ça fait peur. C'est exactement ça, qu'est-ce qu'on lui laisse ? Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt une opportunité de se dire, ceux qui ont envie de venir, ils ont des capacités, des compétences par rapport au monde actuel pour venir aider et soutenir. Un grand nombre des bébés qui arrivent sont des êtres plus en avance dans l'évolution. Et il faut qu'on leur ouvre la porte pour qu'ils aillent plus vite dans ce qu'ils ont à faire. Où êtes-vous allé chercher cette information ? En haut. De quelle manière ? Dans le subtil par rapport à notamment tous les signes que je perçois, mais que je ne peux pas prouver. Vous canalisez ? J'ai une intuition qui est de plus en plus ouverte. Je communique avec mon fils, quelque part dans tous les signes. Mon fils et mon papa aussi, qui est à ses côtés depuis longtemps aussi. Et j'ai envie de dire, on a codé quelque part avec des choses bien visibles, parce que moi, je ne vois pas autrement qu'avec des choses bien matérielles et bien visibles. Mais à chaque fois que j'ai besoin d'une réponse, il y a ces signes-là qui sont là et qui ne trahissent pas. Quand c'est au quotidien, depuis des années, vous ne pouvez plus avoir de doute. Donc ça veut dire que vous savez aujourd'hui, et vous pouvez affirmer que les bébés nouvelle génération seront des êtres beaucoup plus éveillés que nous ne pouvons l'être, nous, dans notre génération ? C'est pas une histoire de génération. C'est vraiment une histoire individuelle de chacun, où il en est dans son évolution. Parce qu'ils vont être formatés de la même manière qu'on l'a été. Quand je vois certains petits, on va pas la leur faire. Okay. Ils se laissent plus faire de la même manière. Et quand il y a déjà des parents qui sont ouverts et conscients, ils n'ont pas envie de refermer. Je prends un exemple tout simple, qu'on a longtemps, en tout cas, dans les parents que j'ai pu rencontrer, eu des parents qui disaient « Ah, mais ne vous inquiétez pas, il a un ami imaginaire. Oui, mais arrêtez de lui dire « c'est un ami imaginaire. Donc maintenant, validons ça. Mais on a tous eu ça. Mais beaucoup disent « Non, mais voilà, arrêtez de penser que c'est... Il fabule, il est dans sa phase où il va effectivement imaginer ça. » Mais quand vous avez l'enfant qui vous raconte des choses qui sont justes, mon dernier enfant a embarqué avec nous, comme je dis toujours, une dame qui était décédée dans la maison où on habitait précédemment. Et quand on a construit la maison et emménagé, il nous a rien dit, mais au quotidien, le soir, quand il se couchait, il discutait avec cette dame. Et un jour, on a fait appel à un géobiologue qui lui a dit « Mais tu parles avec la dame là qui est sur ton lit à côté de toi ?» Puis il a dit « Oui. » Et on n'est pas venu dire « Ça y est, c'est une dame imaginaire. » Donc, pour moi, c'était aussi des preuves. Et puis, il n'était pas du tout choqué par rapport à ça. Et on n'a pas verrouillé par rapport à ça. Et je pense que c'est important, justement, en validant, ça évite de verrouiller. C'est dans ce sens-là que je disais qu'ils iront plus vite, ceux qui doivent aller plus vite pour aider et soutenir. Mais ça, c'est lorsqu'évidemment bébé est là et que l'enfant qu'il devient est là. Voilà, ça c'est pour plus tard. En amont, il y a évidemment cette phase de grossesse, cette phase de conception un peu avant, et il y a, avant encore, l'accompagnement que vous préconisez. Et c'est là-dessus, je pense, que le gros du travail se fait. Oui, parce que si on va justement dans les explications et une compréhension de ce que c'est sa propre identité d'être, être avec une majuscule, dans toute son entièreté, et pas uniquement son plan physique, parce qu'on est plusieurs plans. Après, on appellera tout ça certainement différemment. Suivant les méthodes, suivant les pratiques, c'est égal, c'est pas tellement les mots qui sont importants, c'est de voir qu'il y a
un sens à ce qu'on n'arrive pas à voir, ce qu'on n'arrive pas à définir d'ailleurs justement de manière commune, puisque c'est tellement plus subtil que ce que le mental humain arrive à comprendre, qu'on y met des mots, des schémas, des explications, des images. J'aime bien employer des images parce que ça parle souvent à beaucoup de gens. Par rapport à ça, si on arrive à faire comprendre, déjà pour chacun des deux parents, où chacun est au niveau de son identité, qu'il puisse se situer quelque part dans ce qu'il a à faire, à comprendre de son cheminement, et de pouvoir mieux après aller leur expliquer où en est leur futur enfant, ils pourront effectivement mieux l'accompagner dans... Sûr. On va mettre un peu en guillemets peut-être sa mission de vie, mais c'est pas forcément le bon terme. En tout cas, déjà l'accueillir. Alors l'accueillir, alors complètement, déjà dans un autre accueil, ça c'est sûr. Parce que, comme je me plais à le dire vraiment dans les cours de préparation à la naissance, c'est l'enfant l'acteur principal, c'est pas la maman. Et on est trop, pour l'instant, toujours fixé sur l'accouchement, alors que c'est la naissance de l'enfant. Une femme n'accouchera pas s'il n'y a pas un bébé à mettre au monde. Donc c'est elle qui est la seconde principale. Je me dis quand même que tous les obstétriciens qui vous écoutent doivent halluciner. Oui. On n'est pas forcément en phase, effectivement. C'est sûr. Oui. Mais il n'y a pas un conseil de l'ordre des sages-femmes ? C'est un petit peu différent en Suisse, hein, effectivement. Mais on a une fédération, effectivement, des sages-femmes. Mais on sait à quel point les Suisses sont quand même bien plus ouverts. Oui. Que nous. Mais dans ce domaine-là, il y a quand même un sacré fossé entre les obstétriciens, gynécologues obstétriciens, parce que là en Suisse, la formation est double, et les sages-femmes. C'est un monde qui est plutôt en rivalité, j'ai envie de dire presque, alors que moi, mon idéal serait de la complémentarité, et avec le couple au centre, et pas une bataille de... Je suis supérieur. Mais je parlais de cette horizontalité avant et de la verticalité. Une grande partie, pas tous, mais une grande partie des médecins voient cette verticalité. Ils se sentent et ils le disent supérieurs. Comme je dis toujours un peu plaisantant, juste parce qu'ils ont 2 lettres devant, des R. On est tous humains et on n'a pas à être supérieur ou inférieur. Et on doit aussi accepter qu'on a un rôle à jouer qui, justement, a besoin d'être complété par le savoir de l'autre. Absolument, et d'autres approches. Et d'autres approches, complètement. Absolument. Enfin bon, il y a du travail encore. Alors ça, c'est sûr qu'il y a du job. Il y a du travail, Mais c'est très bien, et c'est pour ça que je dis que vous êtes vraiment une pionnière, vous êtes précurseur dans votre approche, et aujourd'hui, bien sûr, parce que nous, on baigne dans cette dimension-là, dans cet univers-là, dans ces échanges-là, on comprend tout de suite, et on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est une évidence. Et maintenant, effectivement, il faut que... certains, peut-être même pouvoirs publics, prennent conscience de ça et intègrent ça dans des cursus de sage-femme ou dans des cursus de gynécologues obstétriciens, etc., etc. Cette dimension-là, elle est quand même évidemment très, très importante. Je voudrais qu'on revienne un instant, si vous le voulez bien, Isabelle, sur la dimension animale. Parce qu'on a bien compris l'approche que vous vouliez proposer, humainement parlant, mais la dimension animale. Essayez de nous dire de quelle manière elle est vraiment complémentaire avec l'approche que vous pouvez avoir lorsque vous vous adressez, pour le coup, à des humains. C'est vrai que quand je m'entends des fois expliquer à certaines mamans, je dois déjà être très vigilante de ne pas mélanger les termes de accouchement et de mise bas, de pédiatre et de vétérinaire. De temps en temps, je me dis, oups, je ne suis pas dans le bon domaine. Mais je rigole intérieurement parce que j'arrive à le rattraper avant même de l'avoir dit, mais je m'entends dire, oups, je ne m'intéresse pas à la même. Mais c'est vrai que par rapport à ça, l'observation, surtout parce que j'observe ces mamans chiennes avec leurs petits, savoir dans quelle position se mettre. Et c'est pas moi qui vais leur dire. C'est inné. C'est complètement... Ou savoir... Là, il y a un comportement, il y a un truc qui va pas. Et après, je me dis, elle savait, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le petit qui arrivait. Parce que c'est une race de chiens grands, qui ont souvent beaucoup de petits. On parle des Golden Retriever. Voilà. Donc, il y a souvent 6, 8, 10, 11 petits. C'est des portées importantes. C'est des portées importantes.
Et elles sentent tout ça en même temps, hein, bouger. Et puis elles sentent individuellement, j'ai envie de dire, quand je les observe, que ok, celui-là ça va tout seul, ah, il y a le suivant qui arrive, ça va tout. Et là tout à coup il y en a un qui coince. Et je vois bien dans les comportements qu'elles sentent. Et ça me ramène à mes propres accouchements, d'avoir après compris pourquoi j'avais un tel comportement inacceptable. Si on est un petit peu posé, en disant mais pourquoi elle commence à crier sur tout le monde. Oups. Après, on a l'explication. Donc cette observation-là, j'ai envie de la transmettre au moment pour qu'elle puisse oser s'écouter. Et la retranscrire dans un langage humain. Et c'est ça voilà. qui est dans une approche, j'allais dire, presque thérapeutique, quelque part, scientifique. Et c'est là où c'est... Parce que la sage-femme que vous êtes rassure parce que vous avez un cursus de sage-femme. Oui. Si vous arrivez en parlant effectivement de la mise bas d'un chien, ou d'une chienne en l'occurrence évidemment, en disant mais vous savez elle a un comportement comme ça parce que alors vous devriez éventuellement, vous voyez ça va pas le faire, ça va bugger. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dois des fois changer de canal quand même. C'est pour ça que la pédagogie avec laquelle vous appréhendez évidemment le rendez-vous que vous avez avec cette future maman, c'est important. Et puis ça me permet de les ramener au fait que c'est elles seules qui peuvent sentir. Et que nous, qu'on soit sage-femme ou obstétricien, c'est égal, on est accompagnateurs. Alors qu'une grande partie des deux professions s'octroie un droit de pouvoir, absolument, de mieux savoir que la future maman. Et ça, c'est incroyable. Et ça, pour moi, ça, c'est inacceptable. 9 fois sur 10, c'est ça. Les mamans qui accouchent, les femmes qui accouchent, subissent. Voilà. Et j'ai encore un exemple, il y a quelques jours, d'une amie qui est là et qui est complètement désemparée. Et d'abord, on lui explique rien. On lui dit pas quel est le process, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les prochaines étapes. Il y a un accompagnement qui est... il ne s'agit pas de généraliser, mais qui est parfois un peu bâclé. Et avec une pédagogie qui est presque inexistante. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, et c'est vrai que par rapport à ça, on revient à cette notion de supériorité. Et puis, bon nombre de gens me disent, et ça c'est une histoire de pouvoir, est-ce qu'on est d'accord de laisser son pouvoir à l'autre ? Dans ce modèle-là, oui, parce qu'on me dit souvent, mais enfin c'est eux qui savent. Eh oui, bien sûr, ce sont les sachants. Si on ne peut pas faire confiance aux médecins, eh oui. Ça ne doit pas être de cet ordre-là, cette confiance-là. On doit revenir à un dialogue. Et ça, actuellement, il est perdu quand même. À l'inverse, je me dis que celui qui va suivre votre enseignement et qui va donc arriver avec non seulement les armes, mais les arguments face aux professionnels de santé, en disant « Non, mais attendez, moi j'ai été accompagné par Isabelle, je vous explique, c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous me faites comme ça, et je veux être ceci, et je veux être cela. » Ça risque de poser un problème, ça risque de heurter. Ou pas. J'en ai eu quelques-uns, effectivement, qui disent « Oula, elle était chez Isabelle. Ouais. Ok, on le voit. Ouais. » Mais si ces gens-là, et c'est pour ça, mon intention serait vraiment que les gens puissent avoir toute la durée de la grossesse pour s'y préparer tranquillement et pas attendre 32, 36 semaines avec quasi le mur de l'accouchement devant eux, puis il n'y a plus que ça, en définitive, qui est l'objectif. Ils auront le temps d'avoir effectivement une assise plus importante face à l'autre, en face, je dis l'autre de manière générale, et de ne pas se laisser démonter. Mais ça veut dire que votre accompagnement, s'il commence avant même la conception, c'est-à-dire avec le désir d'enfant, ensuite la conception, ensuite les 9 mois, ensuite l'accouchement, et votre accompagnement, il dure des mois, voire des années. En tant que sage-femme, en tout cas en Suisse, on est supposé pouvoir s'occuper déjà du suivi de grossesse, toute la grossesse. Donc 9 mois. Les 9 mois. À partir du moment où on a un test de grossesse positif, on peut tout à fait suivre une grossesse physiologique, tant qu'elle est physiologique, uniquement chez une sage-femme. Donc on a déjà les 9 mois. Et après, on est encore dans la course jusqu'au sevrage. Mais il y a des bébés qui sont allaités 2 ans, 3 ans. On est supposé pouvoir aussi encore aller jusqu'au sevrage. Sauf que votre approche, elle est en amont de tout ça. Elle est en amont. Alors voilà, là pour l'instant, on est dans la validation depuis la conception jusqu'au sevrage. Absolument. Et on doit rajouter, et c'est ça qui est nouveau, et on rajoute quoi,
avant dans la discussion. Mais ça devient de l'ordre de la responsabilité personnelle. C'est ça. Et non pas de « je vais suivre le modèle que le monde médical a défini ». Donc ça ramène à « mais en définitive, si je comprends les choses pour moi, j'assume ce que j'ai envie de faire pour moi ». Donc on redevient à une individualité et non pas un modèle qu'on va suivre parce qu'on nous a dit. Vous êtes une rebelle, hein. Un peu. Mais je trouve que c'est absolument fascinant parce que, alors quand on parlait tout à l'heure des fleurs de bac, d'homéopathie, choses comme ça, dans votre approche, il y a aussi vous utilisez aussi ces outils-là? Bien sûr, ouais. Mais la première question, je demande aux gens s'ils sont d'accord avec quelle est leur ouverture. Bien sûr. Moi, quelqu'un qui n'a pas du tout envie, qui est fermé, parce qu'il n'y croit pas, parce que ça ne va pas avec ses convictions. J'ai des patientes aussi comme ça, parce que je dois aussi des fois avoir accès à des femmes comme ça. J'ai aucun problème à respecter et aller dans leur sens. Hein. Et je vais pas du tout aller imposer. Je suis pas une conquérante qui va chercher à convaincre. Ce qui est important pour moi, c'est que ce que je dis a du sens pour les gens. Qu'ils y trouvent du sens, en fait, c'est ça. Si ça n'a pas de sens, on va rester dans un accompagnement, j'ai envie de dire, qu'on appellera classique, dans lequel ils vont être bien, dans lequel je peux être bien avec eux, parce que j'ai aussi fait mon travail à leur niveau. Quand je parlais d'horizontalité, il n'y a pas de jugement dans le plus en avance, moins en avance. On n'est juste pas parti en même temps du point zéro. Mais on peut tout à fait revenir un peu en arrière si on est plus en avance. On ne peut pas aller plus en avant quand on n'est pas encore très en avance. Combien de bébés vous avez mis au monde? Pas beaucoup. C'est vrai? Non. Je suis libérale depuis le départ. Donc je n'ai plus fait d'accouchement. C'était trop compliqué de faire des accouchements à domicile. Ouais. Il y a 33 ans, je ne vous dis pas les menaces peut-être qu'on aurait eu. J'ai eu des menaces de certains gynécos qui me disaient si vous vous lancez dans l'accouchement à domicile, il ne faudra pas vous étonner d'avoir un accident de voiture. Ouvertement, comme ça. Oh, un seul seulement de gynéco, mais c'était dit. Mais voilà, l'organisation de vie du moment n'était pas jouable pour moi, mais c'était pas ni frustrant, ni une déception, parce qu'il y a tellement toute l'autre dimension. Bien sûr. Bien sûr, mais il y a beaucoup de femmes qui voudraient revenir à cette période d'accouchement à la maison. Ça revient, ça, beaucoup. Alors, effectivement, je valide dans le sens... déjà de savoir écouter, est-ce que c'est juste pour soi ou pas, et de ne pas le suivre parce que c'est un phénomène de mode. Et puis d'être accompagné de manière juste, mais justement depuis le départ. Et d'avoir cette sagesse de lenteur s'il y a besoin, ou de rapidité, parce que ça peut être très rapide. Pour l'avoir vécu pour un de mes accouchements aussi, ou même pas avoir besoin de pousser parce que c'est le bébé qui se débrouille tout seul. Mais d'avoir justement cet accompagnement plus accompagnant, j'ai envie de dire, et pas avec cette volonté de faire pour l'autre, mais d'être justement dans cette observation de laisser faire, qui ne veut pas dire tout laisser, parce que ça se passe bien pour mes mamans chiennes, pour la plupart, ça va forcément bien se passer. Non, on peut avoir des gros bugs, on peut avoir tout à coup une situation qui part en catastrophe. Donc on doit aussi être vigilant par rapport à ça. C'est pas parce que certaines accouchent facilement et à domicile toutes seules, etc., que toutes pourront suivre ce modèle-là. Et en règle générale, quand ça se passe difficilement, on est bien content que la médecine intervienne à ce moment-là. Et c'est pour ça que, et ça c'est souvent une des phrases que je cite, je pense que l'extrémisme dans tous les domaines est dangereux. Évidemment. Il ne faut pas être extrémiste. Merci infiniment Isabelle. Quand je pense qu'on vous disait tu n'arriveras jamais à rien dans la vie, bravo. C'est sûr que là j'ai dû sortir des schémas Alors, qu'on n'a voulu vous imposer. C'est sûr. Mais, bien sûr. Et peut-être couper les chaînes de certains schémas répétitifs. Je ne sais pas si c'était répétitif. Ou dans votre nom. J'ai pas forcément j'ai pas accès à toute la lignée, de par le fait que je n'ai pas accès à une partie de mon arbre généalogique. Okay.
En tout cas, c'est intéressant. On va mettre autour de cette vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Isabelle, cet accompagnement, cette prise de conscience aussi. Et quand on sait, je connais aussi des tas de gens qui ont des parcours incroyables au travers de ce désir d'enfant qui ne vient pas pour X raisons. Et je suis foncièrement et profondément convaincu que ça n'est pas que du physiologique ou que du purement, pardon pour le dire, mécanique. L'aspect émotionnel, transgénérationnel, tout ça rentre en ligne de compte. Donc peut-être le fait d'être accompagné par vos soins et cette pédagogie que vous mettez en place avant même la conception et avant même de rentrer dans ce tunnel qui est parfois les FIV et à répétition, et c'est tellement dur. C'est un parcours du combattant pour certains, dur, vraiment. Bien sûr, bien sûr. Et certains couples d'ailleurs se séparent, tellement c'est trop dur. Donc il y a d'autres voies. Oui. Il y a des chemins alternatifs qu'on peut prendre au travers de votre accompagnement et sans avoir peur du parallèle que l'on fait entre les chiennes, les golden retrievers. et pour qui ça peut aussi des fois mal se passer aussi. Oui, bien quand sûr, même, bien sûr. Non, mais bien sûr. sûr. Mais, bon, en tout cas, bravo pour votre parcours de vie, bravo pour votre accompagnement, bravo pour la douceur et la sagesse, parce que au travers du timbre de voix, moi je suis très sensible au timbre de voix. Vous avez un timbre de voix qui accompagne et qui apaise. On est même obligé de monter un peu les micros parce que vous parlez tout doucement. Et c'est très bien comme ça. Merci infiniment, Isabelle. Merci à vous. Merci beaucoup. Retournez bien en Suisse, mangez du chocolat. Je ne suis pas sûre. Non, pas trop. Bon. si, mais je dois être vigilance quand même par rapport à ça. Mais je sais, il y a tellement de bonnes choses chez vous. Merci à tous. Vous commentez évidemment avec bienveillance. On met autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Isabelle, ne serait-ce que déjà discuter, faire cette période d'anamnèse dont on parle, évidemment, cette discussion qui permet de poser un peu les choses et de voir si l'accompagnement est possible et de quelle manière. En tout cas, je trouve que c'est important. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, prenez soin de vous, c'est le cas de le dire, et on se retrouve très très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous.